Ok, allez du coup, salut à toutes et à tous. J'ai essayé pour vous aujourd'hui de vous mettre le replay du chat en haut à gauche. Alors je sais pas trop si ça marche. Euh, Oui, a priori ça a l'air de marcher de ce que j'en vois là ici. Donc normalement en haut à gauche vous devriez avoir le repost du channel dans lequel les autres discutent en temps réel, puisqu'à ce que je vois c'est plutôt temps réel. Ok, donc non pas chez vous les gars. Pas sur vous, c'est j'enregistre, voilà, c'est donc vous voyez rien, c'est normal. Ok, bon, ceci dit, donc on fait comme d'hab le même exercice que d'habitude. On va refaire les mêmes merdes et j'espère qu'avec le temps, ça finira par devenir des automatismes. Donc toujours le même deal, on n'invente rien, on fait que répéter la même souplette semaine après semaine jusqu'à ce que ça vous rentre dans le ciboulot. Du coup, cette semaine, ils nous ont sélectionné déjà des trucs, mes petits expérimentés, pour qu'on puisse voir un peu tout ça. Ah non, c'est SGSB qui nous a trouvé ça. Qui veut qu'on analyse LVMH en daily, MC en daily, c'était ça, et Kering, pour des contextes de tendance. Ok, alors, donc comme d'hab, si vous vous souvenez, pour avoir un truc bien visible à l'écran, les prix, on s'en fout, normalement vous n'en avez pas besoin, et il faudrait normalement que je vois à peu près une vingtaine de boîtes de contexte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, voilà, j'en ai à peu près bien 25. Bon, de toute façon, moi j'ai l'habitude, ça me suffit normalement pour contextualiser sans souci mon marché. Libre à vous après de trouver quoi que ce soit, mais donc allons-y. Comme on dit toujours, la première des choses, contextualiser. Est-ce qu'on ouvre les boîtes de range? Est-ce qu'on ouvre les boîtes de tendance? Et après, on commence à appliquer. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais là? Range tendance? Ou excès, hein. Attention, ça peut être excessif aussi. Est-ce qu'ici, on a un marché excessif? Ah, normalement, vous devez entendre quelque chose, oui. Si vous pouvez aider Ja, je sais pas ce qui... Enfin, vous, a priori, vous m'entendez. Euh, Ok, donc oui, on a rangé ici. Bon, on a fait que 3 bornes, d'accord? C'est un, 2, 3 et ok. Mais bon, la moyenne est bien rentrée à l'intérieur du contexte. On a bien rangé, on a bien un breakout par là. On le voit très clairement sur les boîtes de contexte. Ok. Est-ce que c'est un marché excessif? Toujours rationnel, hein, je veux les réponses. Ça l'est un petit peu, voilà, effectivement. Disons, c'est bien mature sur le breakout. On a eu un beau breakout qui a bien tiré. Ça fait quand même 5 boîtes de contexte qui sont disjointes au niveau du support, mais c'est pas le cas au niveau des résistances, mis à part ici. Donc ça a été un peu excessif par là, ok. Donc on commence à voir déjà que dans la structure, il y a un peu des anomalies. Donc avant de tirer quelque conclusion que ce soit, de toute façon, on est obligé d'aller UT plus 1, et on va clairement le faire parce qu'ici, on voit que niveau tendance, ça a été bien funky. Ok. Bon, ça ne nous empêche pas de finir le travail. On regarde les cycles. Ok, donc on voit bien les cycles de range. Ah, les cycles de tendance. Ok, pas de souci. Donc là, est-ce que on a un pullback? Ça semblerait franchement être le cas, non? Enfin, moi, j'ai tous les éléments du pullback. On finit un cycle vendeur. On clôture sous les 50% de contexte. On a retracé 23%. Alors, les boîtes de contexte sont up, mais on voit que c'est un peu funky. Enfin, un peu funky. Tu dois voir que ça monte quand même bien sur la fin. Donc, c'est une bonne tendance, quoi. Attention, une bonne tendance, ça peut être supporté par des fondamentaux et tout ça, hein. C'est pas parce que ça monte vite que c'est pas bien. Donc là, est-ce que tout le monde est d'accord? Pullback indiscutable. Là, il n'y a même pas de place pour... voilà. Donc, s'il y en a un qui n'est pas d'accord avec le pullback, il faut absolument qu'on prenne quelques minutes
pour se mettre d'accord. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a du mal à voir le pullback? N'hésitez pas à vous manifester. Se planter, c'est une occasion d'apprendre. Et il vaut mieux vous planter en cours que de vous planter avec votre capital. Oui, donc là, tu m'as demandé d'analyser en daily, j'analyse en daily. En daily, je sais où on en est, c'est un pullback. De toute façon, on est obligé, après, d'aller sur l'UT supérieur pour voir si on n'est pas dans du tendance, enfin, si on n'est pas dans du multi-time frame. Et si c'est le cas, eh ben, il va falloir qu'on trouve le time frame le plus large qui cadre la tendance dans laquelle on est. Et après, on va faire notre analyse multi-time frame, c'est-à-dire on va prendre, comme on le fait à chaque fois, un tableau où on va dire, donc en daily, on en est là, en hebdo, on en est là, en mensuel, on en est là, etc. Bon, on le sait que Kering, ça va être que LVMH, ça va être en tendance mensuelle. Donc on sait déjà qu'en daily, hebdo et mensuel, on va avoir une tendance multi-time frame. Mais on va faire le même travail à chaque fois. Le travail de cadrer les différents niveaux de maturité pour savoir où on en est, qu'est-ce qui reste à faire, est-ce qu'il reste encore des trucs à faire, et surtout, c'est quoi le prochain move à faire, dans quel cadre, et à l'intérieur de quel contexte multi-time frame. Ok ? C'est pour ça que je vous force à apprendre les tendances multi-time frame. Le truc, c'est que comme je vous ai pas encore fait le cours, c'est sûr que c'est relou, mais je vous fais déjà... Enfin là, en gros, vous avez les TP avant le cours. Je vais vous l'enregistrer, le cours, en octobre, c'est promis. Mais ce qu'il y aura à l'intérieur de ce cours n'est ni plus ni moins que ce qu'on applique aujourd'hui. Voilà. On dressera notre carte multi-time frame pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut viser comme objectif, parce que certaines des règles en multi-time frame vous permettent de profiter de tendances beaucoup plus longues, etc. Notamment, donc, comme je vous avais appris, le problème des intrications de suivi de tendance dans des tendances. C'est-à-dire que si le daily est tendanciel, il va être bruyant parce qu'il est en même temps en train de préparer le suivi de tendance mensuel. Etc., etc. Voilà. Bon, donc, de toute façon, ici, daily, donc si on fait notre fameux tableau, tac, 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 daily égale pullback. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le fait que notre daily soit en pullback? Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'on est toujours haussier dans ce marché? Voilà, il reste encore l'excès final. Oui, on reste haussier dans ce marché. Par contre, c'est plus le moment d'utiliser les effets de levier ni le suivi de tendance. OK? Le message qui vient d'être envoyé par le marché là depuis le début du mois de septembre, c'est la fête est finie pour le suivi de tendance. C'est plus le moment d'être hyper leveragé to the moon. S'il va y avoir un pullback, ça nous permettra de sortir ces leviers si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, il reste un petit mouvement haussier qui sera probablement le dernier. Et après, finito la tendance daily. OK? Voilà où on en est. Mais avant d'aller plus loin, c'est-à-dire avant de trader ce pullback correctement, on sait que ce pullback, il se situe sur une zone Fibo 23 ou 38. Donc, on est encore très loin des moyennes. Normalement, le pullback se rapproche des moyennes. Donc là, on sait déjà que le pullback va durer longtemps ou qu'il va falloir qu'il soit plus profond. Donc, si la zone des 600 ne réagit pas à l'achat, on sait qu'on va péter sur du 560, etc., etc. Et que de toute façon, derrière, ça ne va pas faire V-dip. Hein. Voilà. Derrière, ça va passer 3 plombes avant de repartir. Parce qu'il faudra se rapprocher de la moyenne. OK ? Le pullback, ça peut parfois passer sous la moyenne, mais assez rarement. Normalement, on constitue un range qui reste au-dessus de la moyenne. Voilà. Oui, 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 on peut faire le range sur l'UT inférieur, ok, mais ça arrive aussi que tu aies un pullback qui se mette en place à l'intérieur des contextes. Hein. Tu peux tout à fait ici renverser le contexte, venir faire une troisième borne, etc., et repartir après. Quelle est la différence entre ça et ça comme range? Positionnement de la moyenne. Voilà, tout simplement. C'est ta moyenne, elle est carrément sous le contexte, c'est que tu es toujours en tendance. Tu es un range au sein d'une tendance. Voilà, un vrai range qui précède une tendance, donc sur lequel il y aura un breakout et tout ça, tu dois voir la moyenne rentrer dans la valeur. Ça montre qu'il y a une vraie forme de neutralité. Sinon, il n'y a rien. Voilà. Ok, donc là, clairement, même si on retournait les contextes, c'est pas grave. On peut très bien faire ce genre de truc sur ce truc-là. Ok? Ça ne doit pas vous surprendre. Si ce genre de truc, ça vous surprend,
Ah, mais de toute façon, après, c'est un vert qui a posé la question. Voilà. C'est que vous n'avez juste pas assez vu de contexte. C'est pas méchant, hein, mais c'est juste que vous n'avez pas assez bouffé de la tendance. Donc, faites du marché historique, faites du replay à mort, faites-vous votre culture de marché pour voir un petit peu euh, tous les différents comportements de marché. Mais de vous rendre compte que le peu de règles que je vous ai données, ça cadre tous ces marchés pratiquement. Alors, il y a toujours un peu de chaos, mais normalement, malgré des marchés à la nature différente, à la structure différente, en suivant juste les règles que je vous ai données, vous êtes capable de contextualiser tous les marchés, de trouver des zones spéculatives sur tous ces marchés, et il y a un peu de chaos qui fait que de temps en temps, vous allez quand même manger un stop loss. Ok? Vous n'allez pas forcément acheter tout en bas, mais vous aurez toujours un achat qui ne se fait pas stopper et qui va chercher un objectif. Et pourtant, vous appliquez la même règle sur des dizaines de marchés qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est bien qu'il y a un truc qui fonctionne, c'est la gestion du risque. Ok? Pourquoi ça marche? Je vous l'ai toujours dit, c'est parce qu'on fait tous la même chose. C'est une croyance, la gestion du risque. Et comme tout le monde y croit, bah ça marche. C'est débile, mais c'est comme ça. Et je sais que vous y croyez pas, mais il va falloir baisser les bras et vous verrez que ça marche, hein. C'est juste qu'il faut vous prendre le temps de regarder les graphiques à travers ce prisme. Mais quand vous arrivez à regarder le marché à travers ce prisme de gestion du risque, vous verrez plus jamais les marchés de la même façon. Okidoki? Donc, on a fini pour le daily, on est en pullback, il reste un peu, etc. Donc, on recherche nos suivis de tendance au contact des Fibo 23 et Fibo 38. Et puis, c'est tout. Pour l'instant, il n'y a absolument aucun signal de tendance ici. Donc, tout porte à penser qu'on va probablement chercher le 38 derrière, mais plus tard. Là, on aura probablement un rebond. Et ici, ce n'est pas du tout une zone pour les vendeurs. Voilà. On va en hebdo, puisqu'on est obligé d'aller sur l'UT supérieur. Wow, mamacita. OK. What is this? Alors, excès final, c'est peut-être un peu rapide, mais de toute façon, le premier truc qu'on doit voir, effectivement, la valeur s'apprécie très vite. Les contextes ont du mal à suivre, et là, on a bien résistance et support pété, ça ne peut être qu'un marché excessif. Maintenant, excès de marché, est-ce que c'est supporté par de la demande? Enfin, est-ce que c'est supporté par de la valeur? Bon, a priori, ici, pas vraiment, hein. 2017, on était à 37 millions de bénéfices, 37 milliards de bénéfices. On est aujourd'hui à 44, donc croissance du bénéfice, c'est pas la folie furieuse, alors que en ce temps-là, le prix a été multiplié par 3. Donc x3 sur le prix, alors que les bénéfices ne suivent pas. Ça sent quand même la bulle, on est d'accord. Pas la bulle. On est sur des ratios de valorisation qui n'ont aucun sens. Oui, pardon, c'est plus 300%, t'as raison. Oui, oui. Ok? Donc là, quoi qu'il arrive, il y a un problème. En plus de ça, vous devriez voir que la dernière publication de résultats, tout est en baisse. Donc là, il y a un problème. Il y a un vrai problème de valorisation. On a des excès de marché qui ne sont plus suivis par de la valeur. Donc, aïe, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que ça va pas se péter la gueule? En tout cas, ici, quoi qu'il arrive, si je vous vois analyser ça, je vous tabasse. Non, je déconne. C'est du marché excessif. C'est pas supporté par de la valeur, c'est de la pure spéculation. Donc, c'est un marché excessif, vous ne tradez pas. C'est réservé aux expérimentés. Donc, vous pouvez me traiter le daily, ok, mais dans ce cas-là, votre analyse doit être laquelle? J'ai tout ce qu'il faut pour traiter mon pullback en daily, ok, d'accord, ça je sais faire, c'est une tendance. J'ai vu qu'elle était un petit peu forte, mais voilà. Je suis allé voir sur l'UT supérieur, c'est excessif. Qu'est-ce que j'en retiens comme conclusion? Soit, oh putain, du coup, je touche pas, je me casse. C'est un truc que je sais pas faire sur l'UT supérieur. Soit, voilà, je réduis mais de malade la taille de position. Soit, il y a une autre option. Vous devez toujours avoir ces options dans la tête, hein. Donc, quand quoi qu'il arrive,
ça a l'air plus compliqué qu'un truc que vous faites habituellement ou que vous savez faire tout seul, ça ne vous empêche pas de le faire, d'accord? Parce qu'en daily, vous avez quand même tout ce qu'il faut pour le faire. C'est juste que sur l'UT supérieur, ça sent quand même le truc que vous allez peut-être pas maîtriser. Donc, vous réduisez la taille de position, vous essayez pas de gagner de l'argent, mais vous tradez. Ça vous permettra d'apprendre des choses. Parce que si ça se passe bien, vous prendrez de la thune, un peu de thune, et si ça se passe pas bien, vous allez apprendre quelque chose. Mais il ne faut pas que ça vous coûte de l'argent si ça se passe mal. Super, vous demandez de l'aide à un expérimenté. Ça marche? C'est ça que vous devez toujours avoir. Le meilleur réflexe pour moi, c'est vous avez un contexte. Si vous avez un signal, putain, tradez-le, mais par contre, faites-vous encadrer par un mec qui sait gérer les excès de marché. Donc là, c'est forcément un expérimenté, pas un jaune. OK? Et vous tradez tous les deux ensemble, ce scénario-là. Comme ça, vous apprendrez un truc. Et en plus de ça, vous travaillez déjà la psychologie pour les contextes expérimentés auxquels vous aurez affaire après. Est-ce que c'est bon comme ça? Ok. Donc là, on a fait le taf. Donc ici, de toute façon, tout ce qui est niveau jaune, vous vous arrêtez là. Vous n'avez pas le niveau pour trader l'excès, donc vous n'allez pas chercher sur l'UT supérieur, etc. Ok, terminé, vous vous arrêtez là. C'est excessif. Et c'est pas suivi par la valeur. Donc là, quoi qu'il arrive, en hebdo, c'est une bulle de valorisation et ça demande des connaissances que vous n'avez pas. On peut quand même aller jeter un coup d'œil à l'UT supérieur si vous voulez, mais on n'en aura que la même conclusion. Ok? Donc, pour vous, ça s'arrête là. Vous pouvez trader le daily en pullback, mais par contre, putain, si vous m'ayez exposé votre capital, faudra pas venir pleurer. Ça arrive, je vous mets ça dans Framework dans la prochaine update. J'y travaille. Question, on peut pas avoir le cas d'un marché weekly comme celui qu'on vient de voir dans une tendance monthly qui est normale? Si, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais là, ta tendance weekly, elle n'est pas du tout normale. Et puis, la tendance de base, elle est là. Elle est en mensuel. C'est là qu'on voit le range le plus large, voire même ce serait trimestriel vu la durée du bordel. Donc là, on a range mensuel, voire trimestriel. Sauf que nous, le trimestriel, on ne peut pas le trader. D'accord? Parce que les indicateurs ne peuvent pas s'extrapoler sur ce time frame. J'espère qu'un jour, TradingView sautera cette limitation ou que toi, tu sauras me le faire, mon cher Seb. Et on pourra faire tourner l'algo en trimestriel. Mais vous voyez bien qu'ici, on a quand même un range qui dure tellement longtemps qu'à mon avis, il est probablement trimestriel. Donc, en soi, ici, ça peut très bien être excessif en mensuel parce qu'on est en breakout trimestriel. Mais là, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les cycles en trimestriel, etc. Mais moi, voilà, je te le dis direct, je connais un peu trop bien mon outil pour te dire que là, je sais que les cycles, ils font ça, 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 et que là, ça casse. Donc, si ça se trouve, on est en train de démarrer une tendance de 20 à 30 ans qui a commencé en 2000. Le breakout, il serait là, donc qui aurait commencé en 2016. Si ça se trouve, le luxe commence à peine sa tendance. Bon, moi, je te le dis, quand je vois les résultats, non. Mais j'ai plutôt l'impression que là, ça, c'est une belle bulle. Oui, une bulle spéculative, comme il y en a plein dans le marché en ce moment. Ok? Ça ne vous empêche pas de trader le daily, hein, voilà. Mais prudence sur les niveaux de valorisation. Vous avez affaire à un marché qui peut réagir de façon complètement surprenante. Ça marche? Est-ce que si vous avez quelques questions que ce soit, allez-y. Hein. Sinon, on va faire le deuxième, qui était du coup d'aller regarder Kering. Ok, bon, si tout le monde est d'accord, on y va. Alors, Kering. Donc, on commence du daily. Là, je reprends très rapidement, donc, exactement le même schéma que tout à l'heure. Hein. On ne prend pas 3 ans pour faire ça, on regarde très vite. Ok. Donc, contexte, légère tendance, range. Est-ce que je vois un breakout? Ouais, peut-être par là. Donc, on pourrait être en phase de breakout. Par contre, on revient tester le niveau de breakout. Donc là, c'est un peu funky.
ça correspond à rien qu'on connaît, on est d'accord. D'un point de vue cycle, si on avait une tendance, ici, on aurait dû avoir une poursuite du cycle, etc. Donc là, finir un cycle vendeur qui revient tâter le niveau de breakout, ça ne correspond pas à des trucs que vous connaissez. Donc, c'est ni du range, ni de la tendance, c'est autre chose. Donc, est-ce qu'on va plus loin? Voilà, on change de time frame. Soit vous allez plus bas, vous allez me chercher des tendances qui sont bien respectées, etc. Oui, mais on aura... Alors, tu m'énerves. Si tu suis les règles, tu auras la bonne réponse. Ne cherche pas à obtenir la réponse trop vite. Cherche-la. C'est un jeu de piste, le trading. Le pire, c'est que tu as la bonne réponse. Mais fais gaffe, parce qu'il faut y arriver d'une certaine façon. Donc, c'est du range tendanciel. Donc, ça fait chier, c'est dans la nuance de gris. Donc, soit c'est qu'on est en train de préparer une tendance haussière, soit c'est qu'on a effectivement une putain de structure alternative. Mais avant de mettre la charrue avant les bœufs, je veux que tu suives le processus d'analyse. Il doit toujours te conduire à la bonne réponse. Et s'il te conduit à aucune réponse, c'est que tu es dans le chaos, et dans ce cas-là, il faut rien faire et aller ailleurs. Quoi qu'il en soit, ici, tu peux pas arriver à une conclusion, donc c'est pas ici que la partie se joue. Je veux pas que tu analyses le graphique daily. C'est du range et de la tendance en même temps. Donc, cherche la tendance ou cherche le range, mais ne cherche pas sur ce time frame. C'est clair? La réponse, elle se cache pas ici. Ça, c'est un truc que tu peux pas analyser. Ça se comporte pas comme les trucs que tu connais. Et toi, tu dois répondre de façon formelle, range ou tendance. Quand c'est du range, quelle est sa maturité, etc., etc. Quand c'est de la tendance, où est-ce qu'on en est exactement aussi. Ok? Mais quand c'est entre deux comme ça, tu cherches pas à analyser le chaos. C'est juste que ce chaos est l'expression de quelque chose qui se passe ailleurs. Ou c'est juste du chaos. Mais dans tous les cas, t'en as rien à faire, tu vas certainement pas trader sur ce time frame. Bon, là ici, on va partir sur des UT plus larges, parce qu'on connaît quand même la réponse, on va pas perdre du temps. Mais tu aurais le droit d'aller me traiter ça sur les UT inférieurs. Hein. Voilà. Ok. Bon, alors là, tendance, on est d'accord, enfin, bon, moyenne sous les contextes, etc. Où se situe le range? Là. Donc là, on a un beau range. Sortie, dans ce cas-là, ce serait par là. Putain, pourquoi ça broute derrière? Il y a un autre breakout ici. Pouh, ça sent franchement la tendance multi-time frame là. Enfin, j'ai trop d'anomalies sur les cycles là. En plus, je verrai mon pullback ici. Puis alors, c'est quoi ça? C'est un deuxième pullback. Vous voyez tout de suite que là, pareil, la maturité de la tendance, c'est le foutoir. Regardez-moi les cycles. Voilà. Donc, vous voyez bien que ça, c'est pas le time frame de référence. Vous le voyez ou pas? Si vous le voyez pas, faut me le dire, les gars. Mais normalement, vous devriez tout de suite capter que là, je vois bien mon range, etc. Je vois des cassures, il y en a deux. Ma moyenne, elle s'est bien installée au-dessus du contexte. Et même deux fois, là, j'ai l'impression qu'il y a deux trucs en un, là. Et puis voilà, si tu regardes les cycles, tu vois bien que c'est pas là que la tendance primaire se trouve. Trop d'anomalies, voilà. Normalement, je vous dis, quand vous avez le bon time frame, c'est clean, c'est net, il n'y a pas à torcher du cul. C'est tout de suite, ça fait « Ah ouais, putain !» Voilà. Là, je vois, là, je capte. Ça veut dire que vous avez trouvé le time frame de référence. Ok, donc là, c'est pas l'hebdo. Et le mensuel, ah bah tiens, est-ce qu'il n'est pas là mon time frame de référence? Voilà, tu vois le range, il est bien long, sa mère, bien mature, tu vois bien parfaitement le breakout. Et pourtant, tu peux faire ça sur Kering, tu peux me faire ça sur n'importe quelle boîte, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais cette putain de structure, tu la trouveras à chaque fois. Ah non, 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 non. Ah non, je suis pas d'accord. Pour moi, Kering, c'est très loin encore d'être excessif pour l'instant. Oh, tu sors d'un range qui a mis 20 ans à se construire, dont la valeur s'est construite autour de 100, d'accord? Je te rappelle qu'il y a quand même 3% d'inflation en moyenne par an. Donc ça veut dire que sur 20 ans, d'accord, déjà la valeur, rien qu'à cause de l'inflation, elle aurait dû pratiquement doubler.
Donc ça veut dire que de base, sans faire de profit, ça vaut déjà 300 aujourd'hui. Plus de 300 aujourd'hui. Je ne te parle pas de l'inflation des derniers mois en plus. Mais voilà, ça fait des bénéfices. Donc, c'est normal que ça monte. Bref, nous, on n'est pas là pour juger. Pour l'instant, on répond à la question de base. Où est-ce qu'on en est? Donc, le motherfucking range qui a duré 20 ans. Donc là, déjà, ça devrait te dire, putain, j'ai pas les indicateurs en trimestriel, mais il y a probablement un breakout trimestriel également ici. Next. Est-ce que je vois mon range avec ses cycles? Oui, aucun problème. Est-ce que je vois des anomalies de cycle? Oui, par là et là. Donc là, bah voilà, ça peut être les zones où ça a breaké. Je dirais ici, c'est la zone où ça break. Ça confirme réellement ici, ce qui veut dire que ça, c'est une accumulation. Ok. Le fait que justement, à mon sens, c'est dès là qu'on casse les cycles, est-ce que ça vous laisse pas à penser que justement, on a probablement du trimestriel? Alors ça, attention, c'est niveau jaune-rouge, jaune-orange. Hein. Mais les verts, si vous n'y arrivez pas, c'est normal que... Voilà. Les jaunes, à peine jaunes, ça, vous ne devez pas le voir non plus, mais les expérimentés, vous devez le voir. Il y a déjà des anomalies. On casse des cycles alors qu'il n'y a pas de breakout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, moi, c'est des anomalies cycliques qui m'invitent à penser qu'il y a peut-être des breakouts sur les UT supérieures, juste je ne peux pas les voir. Ok? Mais Kering, si vous pensez que ça va se péter la gueule en mode Kering c'est fini, etc., je pense sérieusement que non. Et je pense que Kering a beaucoup plus de potentiel que n'en a LVMH. Bon, ça c'est la conclusion, on y arrivera après. Mais pour moi, la structure de Kering, c'est pas du tout la même que LVMH. Si les bénéfices restent, après c'est pas gagné, hein, je dis, mais bon, le luxe, à mon avis, il y aura toujours de quoi faire. Hein. C'est pas le luxe qui va s'arrêter demain. Par contre, LVMH est carrément excessive et surspéculée, alors que Kering, pour moi, il y a de la valeur à faire. Et du suivi de tendance. Mais ça sous-entend qu'il y a une tendance trimestrielle. Je ne peux pas la voir ni la confirmer, mais j'ai des pressentiments qu'elle existe, parce que je vois beaucoup d'anomalies de cycle sur le time frame mensuel, m'invitant à penser qu'ici, on break 2 time frames en même temps, voire même 3-4. Hein. Enfin, voilà. Ici, on a probablement breaké daily, hebdo, mensuel et trimestriel. Bon, daily, c'est trop petit du coup, hein, mais voilà. Disons qu'on est sur des breakouts hebdo, mensuel, trimestriel entre 2013 et 2018. Donc, je pense qu'on n'en a pas fini. Donc, de toute façon, vu que le mensuel, c'est le dernier qu'on puisse voir, donc breakout, on a dit, c'est bien ici. La moyenne s'installe bien sous les contextes, donc il n'y a pas de souci. La tendance s'est mise en place, les cycles sont cassés. Si là, vous avez un sous-sail à arriver à cette conclusion, ça ne va pas. Donc là, tendance en cours sur Kering, est-ce que le pullback, il est là? Est-ce que vous voyez un pullback? Nope. Donc, on est entre le breakout et le pullback égale suivi de tendance. Égal, on va en daily. Dès qu'il y a un range, on paye. Dès qu'on replie sur la moyenne, on paye. Et on ne le fait pas plus de 2 fois. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Conclusion. J'ai du breakout en hebdomadaire, celui qu'on a vu. Le daily, il est toujours haussier. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais il est haussier chelou, mon daily. Il avance de façon bizarre. Du coup, ta conclusion de tout à l'heure, SGSB, elle n'est pas bonne. Ça n'a rien à voir. Une vague 1 étendue, tu es supposé partir d'un V-bottom, casser immédiatement la résistance. Donc, moi, typiquement, quand je regarde ce que tu m'as dit tout à l'heure et quand je suis confronté au même marché que celui que tu m'as montré en daily, c'est généralement l'intuition que j'ai aussi. Parce que quand je vois un truc qui fait range et tendance, c'est généralement des vagues 1 étendues qui sont sur la fin. C'est comme Wall Street, hein. Voilà, tu vois, ça monte, mais c'est chelou, c'est bizarre, on dirait qu'il y a 15 pullbacks, voilà. C'est généralement le sentiment que ça me donne en première intention. Mais tu vois que si tu apportes une conclusion avant de dézoomer, ça marche pas. Là, la conclusion à laquelle j'arrive n'a pas du tout à voir avec la vague 1 étendue. Peut-être sur l'UT Daily, hein, mais en tout cas, pour moi, l'hebdo et le mensuel sont en breakout. Donc, c'est ces timeframes-là qui m'intéressent. Ce qui se passe en daily, je sais que ça va être le foutoir parce qu'il y a le suivi de tendance mensuelle. Donc, du coup, je ne cherche pas à cadrer mon daily, mais juste à le regarder en suivi de tendance. Tu vois la différence?
Tout ça parce que toi, tu as cherché à apporter la conclusion avant de faire ton analyse. Et ça ne marchera jamais. C'est toujours les mêmes erreurs. Les premières règles que vous devez suivre, les 4 règles fondamentales de la tendance et les 2 règles fondamentales du range, si vous les tordez, ça ne marchera jamais. Du coup, pour le TP, on peut regarder les points exacts sur les Ah suivis de ben, tendance daily. voilà, là de toute façon, maintenant qu'on a la conclusion, qu'on sait à quel stade de maturité on est, donc entre pullback et breakout, la seule truc qu'on peut utiliser à partir de maintenant, c'est quoi? Si on veut aller plus loin dans l'analyse, qu'est-ce qu'on peut faire de plus entre le breakout et le pullback? Il n'y a que le suivi de tendance, et on sait que normalement, il n'y en a que 2. Donc là, on peut par exemple maintenant retourner en daily, mais avec le bon prisme de lecture du suivi de tendance, et regarder combien de fois on a eu des opportunités de suivi de tendance, pour savoir si on est plutôt proche du pullback ou pas encore. Ça vous parle, ça, ou pas du tout? Ce genre de réflexe, il faut que vous l'ayez. Les verts, normalement, c'est pas un réflexe instinctif que vous avez, mais les jaunes bien matures, vous devez avoir ce genre de réflexe. Entre le breakout et le pullback, comme on sait que le prochain mouvement arrivé, c'est le pullback, le seul truc qui peut nous apporter des informations, c'est le suivi de tendance. Est-ce qu'il s'est déjà produit? Oui. Bah, s'il s'est déjà produit, c'est le signe que la tendance doit être en place. Quand la tendance est en place, comme c'est le cas, moyenne qui s'installe dessous, cassure de cycle, c'est que normalement, vous devez déjà avoir eu un suivi de tendance. La question, c'est est-ce que vous avez déjà eu le deuxième? OK? Donc, on va voir. Donc, quand on est ici en breakout et qu'on a une accumulation, on a une validation ici et la confirmation, elle se met plus ou moins. Alors, on va le faire bien comme il faut. OK. Donc, le niveau du breakout, c'est par là. Là, c'est l'accumulation. Et on a dit, on doit reporter les plus grosses clôtures. Donc là, moi, ce serait carrément annuel. Raison de plus, je pense qu'on break en trimestriel. Donc ça nous fait, voilà, confirmation à peu près par là. OK, donc on va dire confirmation vers 330, un truc comme ça. Donc on est validé là et confirmé 330 par là. OK, donc validation, confirmation. Ça veut dire que là, on voit bien la phase linéaire, la phase de breakout, etc. Ça marche? Jusque-là, j'ai pas perdu personne. N'hésitez pas à le dire, les gars. OK. Donc, à partir de là, on cherche les suivis de tendance sur l'UT daily. Donc, je vais mettre un niveau horizontal qui m'interdit de chercher plus bas. Et on bascule en daily. Et on va se mettre, pour la postérité, en replay. Comme ça, vous n'avez pas le biais de lecture. OK, donc là, bon, pas trop de soucis. Le breakout mensuel, voire trimestriel, vous voyez ce que ça donne sur le daily. Je te mets au défi ici de me shorter cette valeur. Tu vas en prendre plein ta gueule. OK, donc là, de toute façon, qu'est-ce qu'on attend? On est en suivi de tendance. Donc le prisme de lecture, c'est quoi qu'il se passe. Putain, en plus, regarde les cycles. Oh là là! Alors là, le mec qui essaye de me structurer la tendance là-dedans, il va avoir mal au crâne. Parce que ce qui se passe, c'est 2 à 3 time frames au-dessus. OK? Raison de plus, toujours pareil. Essayez de donner du sens à un truc qui ne se passe pas sur ce time frame-là et vous allez vous arracher les cheveux. OK, on cherche un range ou un retour sur la moyenne. OK, j'ai retourné. OK, jusque-là, ça va? Yes. OK, bon, c'est hyper excessif. Donc là, moi, ce que j'irai regarder, c'est est-ce qu'on n'a pas squeezé sur l'UT supérieur? Parce que là, je te parie qu'on est en squeeze. Ah non, putain, c'est... Ah, mais là, c'est parce que l'algo, il déconne. Pourquoi il l'a pas? Putain. Attendez, je vais juste vérifier, mais ça, normalement, ça a été corrigé. Je vais vérifier. Voilà. Donc là, c'est bien squeezé. Donc quand on est en zone de squeeze, c'est qu'il n'y a pas assez de volatilité pour traiter. D'accord? Donc là, on ne me fait pas de suivi de tendance type troisième borne et tout ça, quand il n'y a pas assez de volat. Tac. Je vous ai dit, j'ai touché l'algo et je l'ai fait bugger dans la dernière mise à jour. Donc là, ça, c'est clairement squeezé. Enfin, vous le voyez, le canal de tendance est plus petit que le contexte. C'est vraiment... Voilà.
Ok, donc là, on peut pas faire le suivi de tendance, il y a juste pas assez de volat. C'est juste le tunnel, quoi, le truc. Donc là, on fait rien pour l'instant, on attend, d'accord, qu'il y ait au moins un truc suffisant pour faire un suivi de tendance. On attend. Oh boy. Ok, hop, moyenne. Ok, donc là, on a quelque chose. Ça marche. Donc là, est-ce que la moyenne, on la paye tout de suite, là, comme ça? Normalement, il vous faut le contexte avec les gars, hein. Donc là, c'est de dire, normalement, il faudrait attendre et repayer un petit peu plus bas, là. Enfin, voilà. Mais normalement, on attend. Ou alors, si vous y allez, il y a de beaux signaux, hein, une tentative de cassure, là, il y a un beau signal. Ici, ça se paye, mais dans ce cas-là, vous me mettez clairement pas 2 putains de pourcents, hein, qu'on soit bien d'accord. Celui qui me met 2% de risque là-dessus, il fait n'importe quoi. Ok, je me mets un premier suivi de tendance ici. Ça marche. On continue. Alors, refais-la là par rapport au suivi de tendance. Pourquoi pas 2%? Parce que normalement, tu dois trader la moyenne avec le contexte, pas un contexte qui se fait éclater sa mère. Donc là, Le parmi contexte toutes les daily. gestions du risque du suivi de tendance sur la moyenne, tu es supposé avoir un signal, mais qui n'est pas obligatoire. Le signal, c'est un bonus, le signal. Mais tu es supposé trader avec un contexte proche d'une moyenne. Là, le contexte, il était à 430, tu lui as mis, bon, c'est pas ouf, mais tu lui as mis 50 dollars, 50 euros dans la gueule. En termes de valeur, ça fait quand même une baisse de 15% sous les contextes. Donc là, mets-toi encore toujours dans le contexte d'un marché réel. Oui, tu as une tendance, etc. Mais oui, tu vas te positionner sur la moyenne. Mais tu vas pas y aller comme un Mongolien. Tu gardes tes cartouches. C'est pas grave, tu gardes 1%. S'il y a une troisième borne qui se fait derrière, tu vas pouvoir la trader en cassure, etc., etc. Tu gardes des cartouches. Surtout que tu es supposé mettre un stop loss sous le contexte du T supérieur, donc ici. Bon, là, comme j'ai toujours dit, essayez de vous positionner sous un support, donc moi, je le mettrai ici. Voilà, raison de plus, tu vois, quand tu as le signal ici, que tu sais que normalement, tu dois mettre ton stop loss là, tu ne me mets pas 2% de risque avec un tout petit stop loss comme as. Ah non, 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 il n'y a pas d'aller sur l'UT inférieur. On ne fait pas ça. Je ne vous ai pas appris à faire ce genre de truc. Ce que je vous ai appris, c'est respecter des règles. Maintenant, les patterns, quand il s'agit d'une pattern, là, vous savez que vous devez trader en suivi de tendance, vous connaissez les options que vous pouvez utiliser, et vous savez que c'est là que vous avez le droit de faire de la nuance de gris. Est-ce que toute la pattern est respectée? Dans ce cas-là, j'y vais all-in. Est-ce que 80% des règles sont respectées? 90, etc. Les règles fondamentales de cette pattern, d'accord, c'est vous devez trader sur la moyenne, avec normalement le contexte autour de cette zone-là. Là, vous éclatez le contexte, et dans ce contexte-là, je vous ai dit, vous pouvez, c'est pas obligatoire, trader avec un signal. Donc là, le truc qui n'est pas obligatoire, tu l'as, tu as même des cassures de cycle, etc. Mais par contre, un des trucs qui est quand même assez prépondérant, tu ne l'as pas. Donc, moi, il me semble qu'ici, si tu vas avec le risque max, tu prends beaucoup de risques. Est-ce que tu peux y aller? Oui, tu as ton contexte. Mais est-ce que ici, ça se passe de façon purement académique? Pas vraiment. Donc, prends un peu de pincette. Mais est-ce qu'il faut y aller là? Pour moi, D'accord. oui. Donc, le, Mais pas all-in. le fait, le fait d'avoir les tentatives de rupture de cycle plus les signaux, ça suffit pas à compenser le fait qu'on soit si loin du contexte. Mais il y a plein de facteurs que tu dois prendre en compte. Alors, regarde, on se remet en real time. OK, quand tu as le signal ici. Donc, mesure ta gestion du risque. Qu'est-ce que tu as en face de tes yeux? Récolte tout, parce que c'est vraiment ça le métier. Savoir trouver les contextes, c'est la base. Comme je vous dis, c'est de savoir à quel moment vous pouvez ouvrir vos boîtes de trading, c'est-à-dire là où votre métier de trader commence réellement. Récolter les infos, mesurer le risque et prendre une décision. Donc là, on sort d'une zone de squeeze. On sort d'une zone de On squeeze. a, oui, juste avant, on squeezait, on n'a pas compté la 3BR précédente parce qu'on était squeezé sur l'UT supérieur. Ah ouais, non, non, mais rappelle-toi, la troisième borne en retard, il faut quand même qu'elle casse un minimum de trucs. C'est-à-dire, il faut quand même qu'il y ait un rebond. Là, il n'y a rien du tout. Donc là, c'est une deuxième borne, mais bien vénère, elle est en train de péter tous les contextes. Mais surtout, Oui, oui, rappelle-toi,
Ici, on Là, n'est je pas, parle de, je on n'est parle de pas la en train de première qu'on n'a pas chercher... tradé avant. Voilà, là, c'est juste de dire, il n'y a pas encore de troisième borne, mais même, on s'en fout. Là, la question, c'est de dire, le trade, la boîte qu'on est en train d'ouvrir, c'est pas celui de la troisième borne. C'est là, j'ai mon repli sur la moyenne. Je connais ça, je sais comment le trader. J'ouvre ma boîte de trade de repli sur la moyenne en suivi de tendance. Dans cette boîte, il y a quoi? Oui, ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve de la volatilité. C'est ça que je veux dire, parce qu'on était squeezé sur la troisième bande précédente qu'on n'a pas tradé. Mais non, mais ça, oui, alors oui, mais on s'en fout. Là, tu essaies de prendre, entre guillemets, plein de boîtes ensemble et de les mélanger. Pourtant, ici, on a une boîte claire, nette et précise qu'on doit ouvrir et exploiter. On ne doit pas récolter les infos de gestion du risque qui ne correspondent pas à cette pattern. Là, ce que je te demande, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé avant pour arriver ici. Là, ce que je te demande, c'est ici, est-ce que tu vas te positionner en utilisant ton trade de moyenne? Oui, non. Et qu'est-ce qu'il faut dans ce trade de moyenne pour mesurer le risque? Vraiment, D'accord, mais toi en là, plus tu qui me es demandes informaticien, rappelle-toi, c'est on prend notre boîte, notre dossier de tendance, on ouvre derrière tous les sous-dossiers. Là, on a ouvert le dossier du suivi de tendance UT-2, donc sur le daily. À l'intérieur de cette boîte-là, on sait qu'on a 3 dossiers, mais on a ouvert le dossier de la moyenne. Ce que je te demande, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier que tu dois valider? Quelles sont les Ok, règles pour moi, que tu dois on mesurer? l'avait déjà dit. Mais d'accord. Du coup, il y a toucher la moyenne, il y a vérifier que bon, il y a aussi le fait qu'on n'en ait pas eu avant et qu'on soit bien confirmé. Alors, tes contextes, ils Et représentent quoi normalement? les zones acheteurs, les acheteurs. Non. Ah non, non. Les trend lines, ça te parle? D'accord, Normalement, les trendlines. c'est Oui, les surtout trendlines, c'est ok. des projections de prix existantes, hein, voilà. Lui, il cherche des canaux ou des fourchettes quand ça s'oppose. Donc là, le fait que tu éclates le canal de support, concrètement, pour ceux qui n'ont pas les outils, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu passes en, enfin, t'as cassé ton contexte et tu es en train Ah, de, tu ça veut dois dire que tracer tu casses des une lignes de fourchette. tendance. D'accord? Et Ouais, si tu clôtures, enfin, si tu exploses les contextes, c'est que tu le fais de manière violente. Donc là, on glisse violemment sous des trendlines. Voilà ce que ça traduit, ça. C'est pour ça que moi, ce que je veux en général, c'est qu'on paye des moyennes, mais pas dans un flux baissier. C'est pour ça que ce qu'il faut que tu captes ici, c'est que ça baisse fort et que normalement, cette pattern, tu es supposé attendre que le contexte se recale au niveau de la moyenne et acheter là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'il faut que tu captes là, c'est d'accord. qu'il y a un peu d'incertitude sur le fait que c'est brutal. Donc, si c'est brutal, c'est qu'il y a un risque que tu n'aies pas le bon tempo. Mais est-ce que tu n'y vas pas? On s'en fout. Le trade, normalement, c'est surtout de payer le repli sur la moyenne. C'est juste que le facteur j'accélère à mort à travers le contexte, c'est un risque. Oui, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était justement, j'essayais d'expliquer ce phénomène par le fait qu'on est squeezé juste avant et qu'on ait perdu la volatilité avant et que du coup, là, on Ah, retrouve la volatilité, donc c'est violent. oh, tu vas loin. Et Alors, du coup, que, c'est pas que tu vas trop loin parce que, encore une fois, tu fais quand même un super bon boulot. Ce qui m'intéresse, c'est toujours voilà, que tu essaies de voir ces informations et de les mettre en contexte. Oui, 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 c'est le cours pour les avancés. On va faire le débutant juste après. Là, c'est très bien ce que tu fais, mais tu me fais du contenu d'avancé, enfin d'expérimenter bien, bien mature. Hein. Moi, ce que j'aimerais que tu fasses aujourd'hui, avant d'essayer justement de retracer l'histoire et d'aller chercher les raisons qui peuvent pondérer certaines informations, je veux surtout que tu les retiennes dans l'ordre. Moi, ce que je voulais que tu me dises ici, c'est OK, je mesure qu'on ne devrait pas être sous les contextes, donc ça réduit, enfin ça augmente mon risque, donc je vais réduire ma taille de position. C'est ça que je veux que tu vois dès le début. Le deuxième truc que tu dois noter, par contre, donc, comme on a dit, les signaux ne sont pas normalement obligatoires, mais ils permettent de réduire le risque. Donc là, le fait d'être sous les contextes, ça augmente fortement mon risque. Le fait d'avoir un signal, ça me le réduit un peu. Le fait d'avoir des targets de break, ça réduit encore un petit peu. Mais à mon avis, c'est pas suffisant pour. Il y a quoi comme autre élément? Gestion du risque égale, où est-ce que je place mon stop loss? Normalement, ici. Là, tu devrais te dire, comment pourrais-je mettre 2% de risque ici? C'est ultra couillu. Et ça n'a aucun sens ouais, logique. Tu c'est as très plus de agressif, risque d'accord. que de réduction du risque. Et là, théoriquement, la stratégie, elle te dit que tu devrais mettre un stop loss ici. Mais t'es fumé.
Voilà. Donc là, tu mets 1% de risque et tu me doubles au moins la taille du stop loss. C'est le stricto minimum. Tu peux aller chercher un peu dans Ouais, l'historique et te doubler le dire, stop loss. voilà, et te dire, ici, j'ai un gap dans une phase de breakout. Voilà, par exemple, mettre un stop loss sous le gap, ça ferait du sens. Et dans ce cas-là, je réduis la taille de position. Je mets qu'1% de risque et ça ne m'empêche pas de réinvestir ce pourcent de risque plus tard en remontant le stop loss. Mais là, comme ça, à court terme, en real time, tu payes ta moyenne, oui, parce que c'est ta stratégie, mais tu peux me mettre 2% de risque avec un stop loss à 320. C'est juste pas possible. Parce que là, du coup, en baissant le stop, enfin, en doublant le stop loss, tu diminues le risque et en plus, tu diminues ton exposition à 1%. Donc, du coup, tu prends deux filets. Tu prends? Tu prends deux filets, c'est-à-dire que tu te Ah oui, oui, sécurises oui, en oui, oui, doublant oui, le oui, stop bien loss et sûr. en plus, tu te sécurises. Oui, 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 bien sûr. Du coup, c'est très conservateur, quoi. Ben, On est dans le. Ah non, non, non. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que je prends 2% de risque avec le stop loss ici. Mais c'est plus de dire, du coup, Voilà, c'est. d'accord. Voilà, c'est je mettrai le stop loss à 240 avec 2% de capital ici. Ok, donc Enfin, d'accord. Tu moi, prends pas c'est ce que 1% moi, avec le c'est ce stop que loss moi je doublé. ferais, parce qu'effectivement, le fait de mettre qu'1% de capital avec un stop loss là, c'est très conservatif, et tu me connais, je suis plus agressif que conservatif, moi. Donc, le principe, c'est qu'effectivement, moi, je mettrais 2% de risque avec un stop loss large, et que si ça valide derrière, je remonterai le stop loss, ce qui me laissera 1% pour renforcer plus tard. Moi, le plan que je ferai là, c'est clairement ça. Je mets 2%, stop loss ici. Comme ça, je suis large. Je me mettrai sous le gap ici pour être tranquille. Et j'attendrai de voir que ça valide et qu'on fasse une troisième. Quand on arrive à la troisième, j'étudierai la nature du point de support, etc. Et si c'est cool, je remonterai mon stop loss à 320. Et qu'est-ce que je ferai? Soit je traderai le repli de la troisième si elle est 1%. squeezée, soit j'attendrai qu'on fasse une quatrième et qu'on casse la troisième. Et dans ce cas-là, je remettrai 1% de risque, soit en breakout de troisième, soit en pullback sur le squeeze. Ça marche? Ça me va. Voilà. Bon, là, on est sur de la gestion, donc c'est jaune-orange. OK? Minimum requis pour les jaunes, c'est de savoir mesurer que ici, le risque est plus élevé que d'habitude. La pattern n'est pas totalement respectée, mais vous pouvez y aller quand même. Donc, retenez, réduction de la taille de position, et vous captez bien que me foutre un stop loss à 320 ici, c'est risqué. Beaucoup trop risqué. Vous le voyez ça, tous ou pas? Là, en soi, ici, le stop loss suggéré par la stratégie, il est inférieur à la taille du canal de tendance. Donc, vous me mettez au moins un stop loss plus bas. Voilà. Ça, est-ce que tout le monde l'a vu? Ça ne veut pas dire j'y vais pas. Ça veut dire j'y vais, mais le risque est plus fort. Ça, c'est vraiment c'est obligatoirement ce que vous devez avoir. Dans le processus, je vous rappelle, on a ouvert un premier dossier parce qu'au début, on a le choix entre deux dossiers. D'accord? On a le dossier range tendance et tout le reste, c'est de la merde, on s'en fout. Ici, on a ouvert le dossier tendance. Derrière, on a obtenu plusieurs dossiers, ok, tendance, multi-time frame, etc. Ok, on a ouvert la tendance multi-time frame. Dans cette tendance multi-time frame, on a trouvé le time frame de référence qui est mensuel. Et du coup, on a dit, vu qu'on est en maturité de type pullback, ok, on avait les autres dossiers ici. On a vu qu'on était entre le breakout et le pullback. Donc, on ouvre notre dossier suivi de tendance sur le daily, le time frame où on est ici. Le suivi de tendance, à l'intérieur, on a 3 sous-dossiers. D'accord? Qui sont le trade de moyenne, le breakout de troisième borne et le pullback en cas de squeeze de troisième borne. OK? Ici, pas de souci. Le dossier qu'on ouvre, c'est celui de la moyenne. À l'intérieur, on a plusieurs règles à valider. OK? On sait qu'on doit trader au contact proche de la moyenne. On doit avoir le contexte de support qui est proche de cette zone, ce qui n'est pas le cas ici. Et on peut ou pas avoir un signal technique. OK? Et on ne doit pas retourner le contexte du T supérieur. Normalement, le contexte du T supérieur, il doit être en bas puisque c'est là qu'on place notre stop loss. Donc là, ici, ça, c'est bon, ça, c'était pas bon, et ça, c'était bon. Donc, il y a un risque sur la pattern qui doit mécaniquement vous dire pas possible de mettre 2% de risque.
Voilà, 2%, pas possible, trop risqué. 1%, oui. Ou justement, doublement de la taille du stop loss, ou peu importe. Mais il va falloir ici ne pas utiliser l'agressivité maximale sur cette pattern. C'est pas possible. Maintenant, comment vous allez moduler le risque? Il y a autant d'options qu'il y a de traders. Il y en a qui vont justement doubler la taille du stop loss, etc., puis réajuster derrière. Voilà. Ça, je m'en fous. La mécanique que vous utilisez en gestion du risque, plus vous avancerez en trading, plus elle sera précise, complexe, etc. Mais en attendant, au début, ce que je veux que vous soyez capable de faire, c'est de mesurer le curseur de risque correctement. Et pour le faire, il faut faire tout ça parfaitement, c'est-à-dire savoir ouvrir le bon dossier, se poser sur le bon time frame, ouvrir la bonne boîte de gestion du risque, et une fois que vous avez cette boîte, connaître par cœur l'ensemble des règles qui composent cette pattern, qui permettent de mesurer le risque de cette pattern. OK? Quand vous êtes au niveau jaune, c'est-à-dire suivi de tendance et tendance multi-time frame, des boîtes au total, d'accord, des boîtes de contexte, c'est-à-dire des trucs de trading, vous en avez 9. C'est pas la fin du monde, les gars. Hein. C'est pas complexe. Ça paraît très complexe comme ça, mais ça ne l'est pas en fait. Quand vous aurez pratiqué ce schéma des dizaines et des dizaines de fois, il y a 9 trucs que vous devez connaître par cœur, et ensuite il y a un processus de contextualisation que vous devez apprendre par cœur. Mais vous verrez que le process de contextualisation, ça fait déjà 2-3 semaines qu'on le pratique, on fait tout le temps la même chose. Vous avez vu que c'est pas compliqué, c'est du repeat à chaque fois. Et une fois que j'ai trouvé mon contexte, ben là, il ne faut pas de doute, il faut connaître par cœur quelles sont les mesures du risque dans ce contexte. Et du coup, est-ce que je prends le trade? Oui ou non? Est-ce que les mesures du risque sont très très moyennes, je suis frileux, j'y vais pas, ou j'y vais vraiment tout petit risque? Ou franchement, oui, tous les contextes sont respectés, banco. Ça marche? Exactement, suivi de tendance number one. OK? Du coup, on finit de répondre à la question avant de passer aux débutants. Qu'est-ce qui se passe derrière? Hop, squeeze de la troisième borne, pas encore confirmé. Non, on a eu une troisième borne en double top du coup. Hein, ici, c'est pas assez pour installer la valeur. Donc, tac, troisième borne, quatrième. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On achète en suivi de tendance à la cassure. Voilà, cassure de troisième borne, terminé, basta. Ici, si tu veux, tu remontes ton stop loss à 320 et tu me prends le pourcent de risque qui te reste. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de souci. Donc là, tu as eu ton premier suivi de tendance. Tu vois que tu as bien fait de ne pas remonter le stop loss trop vite. Hein. Ok. Ah bah c'était le Covid, ça. Et oui. Je me disais, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. C'est quoi cette anomalie de marché? Ok. Voilà. D'accord. Donc, on n'a toujours pas quitté la même zone de prix. Hein. Ça veut dire qu'en suivi de tendance, là, on est toujours sur la même zone depuis le début. Hein. Il y a eu ici un beau piège, merci le Covid, mais la valeur se maintient, ok, et là, enfin, on quitte la zone. Donc, à partir de là, on peut démarrer de nouveau la stratégie en suivi de tendance, ok, que à partir de maintenant. Hein. Et là, on est en temps réel. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur Kering? On a eu un suivi de tendance, on est toujours dedans, on a failli se faire dégommer par le Covid, mais c'est passé. Ben là, on attend le prochain. Voilà, t'attends un range ou un repli vers la moyenne, mais ça va payer. Terminé. Donc, est-ce que Kering, il est tout de suite en risque de pullback mensuel? Il y aura probablement un suivi de tendance avant. Encore. Un dernier. En tout cas, ça vaut le coup de continuer à suivre. Ça vaut le coup de continuer à suivre la tendance de Kering. Ce qui n'est pas du tout le cas sur LVMH. Non. La divergence, c'est trop. C'est contre-tendance. Cherche pas. Pour l'instant, reste sur ce que tu peux connaître. Le suivi de tendance, tu as le droit de l'appliquer 2 fois. Au-delà de 2, ça sent la merde. Ok? Pas plus de 2 suivis de tendance. Ok? Donc là, tu as bien quitté la zone de prix de ton premier suivi de tendance. Donc, tu peux me mettre les stop-loss à break-even. Ok? Celui-là, à mon avis, il vaut le coup d'être mis à break-even. Mais celui que tu as pris en breakout, tu le mets à break-even là? Tu penses?
Moi, franchement, je pense pas. Je trouve que mettre celui-là à break-even, c'est trop risqué. Donc, lui à break-even, lui, tu le laisses avec son stop-loss à 350 ou un truc comme ça, ce qui fait que, quoi qu'il en vienne, sur le prochain trading en suivi de tendance, à mon avis, tu prendras qu'1% de risque. Et là, moi, perso, toute l'histoire de ce marché, elle s'écrit. C'est-à-dire que là, tout le monde comprend que c'est assez risqué, donc on ne va pas empiler des positions en suivi de tendance, etc. Et c'est probablement ce qui explique le fait qu'on va avoir des allers-retours, etc. Et que ça va prendre beaucoup de temps avant que ce truc-là réamorce. Mais est-ce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs? Aucun doute, pour moi, c'est oui. Par contre, si on a tort, on va se manger un pullback mensuel dans la gueule. Pullback mensuel égale, il faut quand même mesurer notre risque de dire, c'est 23% de retracement. Bon, on y est déjà. Et il va falloir tenir des clôtures sous le contexte. Ça veut dire que là, en soi, bon, on va bientôt avoir un nouveau contexte trimestriel à la fin du mois d'octobre, qui va être à peu près vers 500. Ça veut dire que Kering peut théoriquement revenir chercher toutes nos zones de suivi de tendance. OK, et dans ce cas-là, on aura un pullback mensuel. Et normalement, après ce pullback, il y aura de toute façon toujours un excès final derrière. Ça marche? Où est-ce qu'on traiterait le pullback? Clairement là, hein, là, vers la zone Fibo 38. Donc, il faut être conscient du risque. Il y a un risque de se manger le pullback mensuel. S'il arrive, il faudra finir un cycle mensuel. Donc, moi, je pense que c'est clairement pas pour tout de suite, mais bien au contraire que là, on est en train de proposer le deuxième suivi de tendance qui devrait nous amener par là. Et après, on aura le pullback mensuel et l'excès final. OK? Donc oui, je pense qu'il y a encore du potentiel sur Kering et pas sur LVMH. Et c'est pas je pense, c'est ce que les graphiques me disent. Point barre. Maintenant, sur Kering, j'ai pas encore, là, à l'heure actuelle, de setup de suivi de tendance. Donc j'attends. Soit la moyenne, soit la formation d'une troisième borne, soit son squeeze, et dans ce cas-là, etc., etc. OK? Il faut que ça hésite un peu sur Kering, et c'est parfait parce que c'est ce qu'on voit maintenant. Donc, ça ne veut pas dire là, j'achète le dip, etc. Ça veut dire j'attends sagement que le marché veuille bien faire quelque chose qui m'intéresse. OK? On arrête là. Je ne prends pas de questions et on démarre juste derrière avec les débutants et on fait du range.